Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux. Olivier Py, heureux de vous retrouver pour ce deuxième mot à mot de votre aventure de directeur. On a changé un tout petit peu la formule du mot à mot. Je ne vous propose pas des mots, mais je vous propose des citations que j'ai repérées au fil de mes lectures. Et la première est de Rimbaud. Il faut faire l'acrobate tout le jour pour avoir l'air d'exister. Oui, peut-être qu'il faut avoir l'air d'exister. Peut-être qu'il faut aussi se débarrasser du devoir d'exister. Je sais bien que c'est un rêve un peu difficile quand on est directeur d'un festival comme le Festival d'Avignon. Mais enfin, il faut peut-être que je garde quand même quelque chose du parfum de ce rêve, même si c'est tout à fait enfui pour moi. Hélas, il faut que j'existe tous les jours et donc que je fasse l'acrobate. Mais l'idéal, ce serait de ne plus exister, voilà. Comme en amour, ne plus exister. On continue sur ce registre, et j'en ai deux ou trois comme celle-là, mais ce que j'aime bien, je sens que ça correspond à un état d'esprit actuel. La deuxième est de Schopenhauer. Arthur, de son prénom, préexistentialiste, il détestait les femmes, il adorait les caniches, il les empaillait d'ailleurs. Il avait cette formule, vous n'avez aucune chance, mais saisissez-la. Ah, c'est splendide. C'est splendide. Pour un homme qui aimait les caniches et Rossini, il n'aime ni l'un ni l'autre, moi, personnellement. Mais c'est vrai, la question face aux événements, c'est ce que nous apprend la tragédie, et peut-être le pessimisme de Schopenhauer, c'est que face aux événements, on ne peut rien changer. Ce dieu grec qu'on appelle l'Ananké, qui fait que ce qui a été et qu'on ne peut rien changer. Mais il y a quelque chose qui nous appartient quand même, c'est comment nous réagissons face à la fatalité, face à ces événements qu'on ne peut pas changer. Et ça nous appartient. Et l'endroit où nous devons agir, c'est peut-être moins sur le monde que sur nous-mêmes. C'est ce que j'entends en tout cas. Guénoun met dans la bouche de Barrault cette citation « Je suis serviteur, pas un valet ». Ah oui, ça c'est l'immense difficulté que peut avoir un artiste du théâtre public, qui est donc du service public, qui est donc au service du public, qui est donc au service de la République. Et quelquefois, quand le pouvoir émarge un petit peu de la parole démocratique, il peut vouloir utiliser les artistes. Alors il a eu cette formule magnifique, serviteur, pas valet. Moi je crois ne l'avoir peut-être pas formulé aussi directement, ne pas avoir eu à le formuler aussi directement, mais au fond ça a toujours été ma position. Il ne faut pas oublier que dans le rapport que le théâtre a avec l'État, il ne faut pas imaginer qu'il y a l'État d'un côté et puis un théâtre national de l'autre. Le théâtre national est l'État. Moi, en tant que directeur du Festival d'Avignon, avec des subventions d'État, je suis une part de l'État décentralisé. Et voilà ce que ça veut dire. Nous ne sommes pas, effectivement, les valets de l'État, nous faisons partie de cette grande organisation qu'est la République. On parle d'économie, on parle de social, on parle de politique, avec une première citation, celle de Sayed Kashoua, qui est arabe-israélien, qui vient décider de quitter Israël et qui a cette formule, l'adresse d'un père à sa fille. Souviens-toi que quoi que tu fasses dans la vie, pour eux, tu resteras toujours un arabe. Tu m'as compris. Oui, c'est une phrase terrible, parce que ce qu'on entend en creux, c'est la difficulté d'Israël à se définir comme État à la fois démocratique et juif. Si les juifs, il est donc ethnocentré et donc il n'est plus tout à fait démocratique. Et alors, c'est pas seulement la destruction des territoires palestiniens comme lieu vivable et lieu pour les Palestiniens, c'est aussi la destruction d'Israël dans son sens. C'est pourquoi je crois que souvent, ceux qui sont le plus revendicatifs vis-à-vis de la politique d'Israël sont ceux qui, au fond, aiment le plus profondément l'État d'Israël. Comment dire, il y a aussi cet écho très particulier que nous avons dans l'Hexagone, parce que nous avons une grande communauté juive et une grande communauté arabe et musulmane, et qui fait qu'au fond, on ne peut pas dire que ça se passe là-bas à Gaza et que ça ne se passe pas là dans les rues d'Avignon. Ce qui se passe à Gaza se passe dans les rues d'Avignon, a une conséquence directe sur l'organisation de notre société, sur notre vivre ensemble. Donc la douleur n'en finit pas de s'ajouter à la douleur. Et je dois dire que là, il y a évidemment une démission des chancelleries occidentales à cet endroit-là. Je continue sur ce registre. Citation d'un homme politique, il s'appelle Bruno Le Maire.
Le droit de vote des étrangers, c'est le dernier clou dans le cercueil de la nation. Moi, je vais vous dire quelque chose. J'ai toujours détesté tout ce qui était nationaliste, national, familial, valeur nationale. Je m'en fiche complètement de la nation. Ce qui m'intéresse, c'est au contraire l'international. Ce qui m'intéresse, c'est comment on va réussir à abolir encore un peu plus les frontières, comment on va faire des trous dans les frontières, comment l'universalisme va s'exprimer déjà comme un trou dans les frontières culturelles. Voilà ce qui m'intéresse. Alors, qu'on cloue le cercueil du nationalisme, moi je veux bien rajouter tous les clous que je peux. Et je crois que chaque poème qui dit que l'homme est un homme est un clou de plus. Ou un clou en moins. Ou un clou en moins, mais enfin, quand le chrétien parle des clous, il faut toujours se méfier un petit peu. Bien sûr. Nadine Gordimer, j'ai été fasciné par la possibilité que quelqu'un puisse devenir l'agent de ceux-là même qu'il avait combattu toute sa vie. Oui, c'est vrai. Ben, il faut vivre, hein. Il faut vivre. C'est ce qu'il faut dire à la jeunesse, ne vous suicidez pas, parce que la suite est très intéressante et on voit tous ces revirements. Moi, j'ai beaucoup vu ça quand même dans ma vie. Je crois que ça n'a pas été mon cas. Ça rend triste. Ça rend peut-être plus philosophe que triste. Voilà. Et puis, il faudrait s'abstenir de juger, mais c'est vrai. On voit souvent. Et on l'a vu beaucoup dans la génération de 68, comment cette génération qui a voulu détruire les institutions s'est retrouvée très très vite à la tête de ces institutions de manière encore plus bloquée et encore plus fermée que la génération qu'elle avait combattue. Donc c'est une phrase qui malheureusement est très lucide. Ce sont les livres qui ont fait mon appartement, ils se sont installés et ils m'ont laissé la place. René Saint-Cyr. Ah oui, moi je suis un drôle de spécimen de lecteur parce que je n'ai pas de livres. J'ai pas de livres chez moi, je déteste avoir des livres chez moi. D'abord, je serais complètement enseveli sous les livres si je les gardais, comme vous j'imagine. Donc vraiment, techniquement, je ne sais pas comment faire. En plus, les livres m'ont donné souvent très mal au dos parce que j'ai passé mon temps à transporter 15 livres dans mon sac et j'ai vraiment une scoliose due à la littérature. Donc j'en veux beaucoup aux livres. Et alors j'ai décidé je m'en suis séparé complètement de tous les livres. J'ai un livre à la fois et puis je le perds ou je l'offre et puis après j'en ai un autre. C'est pas plus mal, hein, ça marche aussi bien qu'une bibliothèque. Continue avec quelque chose d'un peu économique. Il portait une Rolex. Je me suis demandé comment, avec mon salaire, je pourrais m'offrir une montre pareille. Je n'ai pas trouvé de réponse. James K. Burke, grand auteur américain. Moi, l'idée même d'ailleurs de la montre bracelet, quelle qu'elle soit, Rolex en or ou pas, ne me plaît pas énormément. J'ai un petit peu comme le lapin d'Alice au pays des merveilles. J'aime bien mon téléphone portable qui me sert de montre oignon. Et c'est un rapport au temps que je préfère. Je n'aime pas du tout l'idée que le temps me met des menottes. Je pense que c'est ce qu'on voit. C'est à la fois un geste de pouvoir d'avoir une grosse montre, mais en réalité, c'est le geste même de l'esclavage au temps. Bon, on va finir, si vous voulez bien, par 3 citations. La première est d'Henri Janson. Henri Janson qui disait « La révolution, c'est toujours la même chose. On choisit de couper la tête à un roi qui n'en avait pas. » Oui, c'est souvent un problème de la révolution. C'est-à-dire, c'est surtout quand la tête est coupée, on ne sait plus quoi faire de la révolution. Il ne faut pas oublier que dans le cas des révolutions françaises, quand on a coupé la tête au roi, soit c'est la tête d'un roi, soit c'est la tête d'un dictateur qui a repoussé. Donc il y a une question de la révolution, mais la révolution s'appelle bien révolution. Dans le terme même, elle dit qu'elle n'est pas définitive, qu'elle revient toujours et qu'elle s'en va toujours. Voilà comment il faut appréhender la révolution. Le rapport de la France à la révolution est une chose fort belle, à vrai dire, et je crois qu'il est bien difficile d'expliquer aux Britanniques et à nos amis d'outre-Rhin. C'est difficile. Il y a chez les Français une aspiration à la révolution qui vient probablement du fait que nous sommes à la fois des gens du Nord et des gens du Sud, et qui est que nous avons réussi à faire rentrer la raison dans l'action, ou l'action dans la raison. La révolution, c'est un aporie là, de rapport entre la représentation et l'action, qui s'exprime pendant un temps, et éventuellement de manière violente. Les Français détestent et adorent la révolution. Les Français sont faits et défaits par la révolution. Les Français pensent que la révolution ne sert à rien et rêvent toujours de faire une révolution. C'est ça être français.
Plutôt l'imprudence des changements, que la prudence des établissements. Keats, Oui, certainement, certainement. pas que c'est sans souci. Ça. Oui, enfin, à ceci près qu'il y a des choses qui... Le Festival d'Avignon est un établissement. C'est une institution qui perdure et qu'on a envie qu'elle continue, voilà. Mais c'est une drôle d'institution, cette institution qui naît au mois de juillet puis qui disparaît à la fin du mois de juillet et qui a 11 mois pour se redéfinir. Donc c'est une institution intermittente et c'est une bonne manière d'être une institution, une manière supportable. Si tu peux voir détruit l'ouvrage de ta vie et sans un mot dire, te remettre à bâtir, alors tu seras un homme, mon fils. C'est extraordinaire parce que de citer ça, parce que j'ai une anecdote très, très personnelle, mais je crois qu'elle a fondé quelque chose dans mon rapport à l'écriture. Quand j'avais 13 ou 14 ans, j'ai écrit un roman que j'ai écrit sur un cahier et mon père, malencontreusement, en voulant le lire, l'a détruit. Donc mon premier roman a été détruit par mon père, qui pour tenter de se déculpabiliser lui-même, m'a cité cette phrase-là. Voilà, donc je crois que je suis devenu un homme le jour où, après ce geste terrible, je me suis remis à écrire un autre livre. Alors j'en cite une dernière parce qu'elle a complètement à voir avec ça. C'est Duras qui dit « Se trouver dans un trou, au fond d'un trou, dans une solitude quasi totale, et découvrir que l'écriture vous sauvera. » Est-ce que c'est le cas? Pas pour moi en tout cas, peut-être pour elle, je ne sais pas. Moi je n'ai pas du tout l'impression que l'écriture me sauvera. Non, non, l'écriture est là parce qu'il y a une souffrance qui ne peut pas se dire et qui ne peut pas se dire autrement que par l'écriture. Mais non, c'est pas l'écriture qui sauve. Non, non. Écrire un livre n'a jamais sauvé personne, même Proust. C'est l'amour qui sauve, pas l'écriture. Non, je ne me souviens plus du nom du bal perdu. Ce dont je me souviens, c'est de ces amoureux qui ne regardaient rien autour d'eux.